Salut Mylène! Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va super bien, mais là, j'avoue que je suis un peu inquiète parce que je viens de voir dans la nouvelle qu'il y a une difficulté au niveau du diagnostic des ITSS au Centre du Québec. Ouais, le dépistage est vraiment dur ces Ben, temps-ci. c'est ça, ouais. Ça t'en en parler? Ben oui, je te dis Ben, pas. allons-y. Salut Mylène! Allô! Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Je vais prendre un breuvage. Ouais, une petite gorgée. J'ai la raison pour le boire, là. OK. Donc, toi, tu es directrice au bureau de lutte aux infections transmises sexuellement et par le sang. On peut résumer par le Blitz. Oui, exactement. Victoriaville. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ben moi, en fait, au poste de direction, là, c'est nouveau. Là, je suis dans je termine ma première année au niveau de la direction, mais ça fait depuis 8 ans que je suis à l'organisme. Donc, j'ai commencé là, à titre d'intervenante. Ensuite, j'ai été coordonnatrice clinique. Et finalement, là, je suis rendue directrice. Donc, tout nouveau en tant que direction, mais quand même assez bien, là, Bien installé au Blitz, proprement dit. Très récemment, on vient d'apprendre qu'il y a un enjeu. En fait, on a de la difficulté à diagnostiquer les gens qui ont le VIH au Centre du Québec. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bien, en fait, l'enjeu, c'est pas nécessairement de diagnostiquer les personnes qui ont le VIH, mais tout simplement d'offrir des services de dépistage pour les ITSS. Donc, VIH compris, mais chlamydia, gonorrhée, tout ça. Donc, tout simplement d'avoir accès. Donc, tu es une personne qui veut prendre un rendez-vous pour un dépistage ITSS, bien, bonne chance. Bonne chance d'avoir. C'est ça que ça? Oui, c'est si pire que ça. Là, présentement, on est en juillet, là, donner un espace-temps, là. Mais en fait, tu sais, durant la pandémie, déjà, les services de dépistage, ça avait été difficile d'avoir accès. Il avait été beaucoup restreint. On comprend là, le pourquoi du comment, bien entendu. Ça s'était replacé quand même là, depuis le temps. Mais là, le CIUS ne fait pas exception des pénuries de main-d'œuvre et tout ça. Donc, il y a des enjeux aussi qui ne peuvent pas nécessairement contrôler. Mais malheureusement, nous, ce qu'on trouve épouvantable, c'est peut-être un mot fort, mais quand même, c'est le fait que la santé sexuelle et préventive se retrouve souvent dans les premiers services coupés pour pouvoir pallier aux autres services au niveau de la santé. On s'entend au niveau de la santé, tous les services sont importants. Là. Il n'y en a pas un de plus important que l'autre. Puis la santé sexuelle, ben là, on le voit, là, c'est les infirmières qui normalement étaient dans les cliniques de dépistage sont transférées dans les CHSLD, par exemple, des choses comme ça. Donc, il réduit le nombre de possibilités de dépistage. Et là, c'est devenu tellement réduit, en fait, qu'en plus de réduire le nombre de dépistages, bien, il sélectionne aussi les personnes prioritaires. OK. Donc, par exemple, une femme de 40 ans, pas consommatrice de drogue, qui n'a pas nécessairement là, un passé X dans les populations clés, qu'on va dire, donc les populations qu'on veut absolument rejoindre, bien, elle n'aura pas de dépistage. Si elle n'a pas de médecin de famille, elle n'a aucune ressource. Elle n'a aucune ressource présentement au Centre du Québec pour avoir un dépistage. Ce matin même, en fait, ça, nous, au moins, on était chanceux, on se considérait chanceux, on pouvait encore avoir nos cliniques de dépistage au Blitz. Donc, l'infirmière du CLSC se déplace dans nos milieux, puis on offrait une clinique de dépistage une fois aux 2 semaines. Donc, on avait 3 plages de rendez-vous aux 2 semaines. On s'entend que c'était pas énorme, mais on était contente de pouvoir l'offrir. Et là, hier, on nous a annoncé que pour la période estivale, ben, on doit annuler nos rendez-vous déjà prévus. Puis on peut pas en recéduler jusqu'à nouvel ordre. Et quelles conséquences ça va amener? La difficulté d'être ben, c'est qu'une personne qui, déjà, comme là ce matin, là, la personne que j'ai appelée, ben, j'en ai d'autres à appeler, mais la première personne que j'ai appelée pour annuler son rendez-vous qu'elle attendait avec nous, une femme, c'est ça, d'une 40aine d'années, je lui dis, malheureusement, ton rendez-vous au Blitz sera plus possible. Et la première question, elle m'a dit, correct, mais je vais où? Toutes les options que je lui ai proposées, elle les avait déjà essayées. Et il n'y a aucune personne qui a pu lui donner rendez-vous. Tout le monde se lance la balle. Tout le monde dit appel à telle place dit appel à telle place. Donc, elle se retrouve carrément dans un trou de service. Elle ne peut pas avoir accès au dépistage des ITSS à moins d'aller dans les grands centres. Donc, on s'entend qu'il faut aller passer une prise de sang puis un prélèvement. C'est un peu ridicule de se déplacer dans les grandes villes pour ça. Donc là, cette personne-là, honnêtement, je ne sais pas, moi, comment elle va avoir accès au dépistage. J'avais aucune réponse à lui donner ce matin. Puis cette personne-là, qu'est-ce qu'elle risque de faire? Bon, j'irai pas. Ah, mais c'est tellement dangereux, là. Bien, c'est exactement, il est là l'enjeu, c'est que les personnes,
S'ils ont un symptôme, on s'entend qu'ils vont aller plus loin parce qu'ils ont un inconfort. Fait que n'importe qui a un inconfort va vouloir trouver une solution pour enlever cet inconfort-là. Ouais. Mais une ITSS, j'en profite pour le mentionner, que majoritairement, c'est asymptomatique. C'est vrai. Donc, tu en as une, mais tu le sais pas. Donc, les personnes qui en ont une puis qui le savent pas, puis qui essaient d'avoir rendez-vous puis qui réussissent pas, bien, ils vont juste continuer leur vie. Donc, s'ils se protégeaient, ils vont se protéger. S'ils se protégeaient pas, ils se protégeront pas plus. Donc, allô, une éclosion d'ITSS qui pourrait être effectivement très présente, là. Mais dans les écoles, est-ce que... Moi, je sais que dans mon temps, dans les écoles secondaires, il y avait des infirmières qui étaient là pour ça. Est-ce qu'eux autres aussi ont dû être retirés? Ou c'est encore un service qui est là, au moins? Ça dépend des écoles. OK. Je dirais que pour nous, cette année, on était dans les écoles secondaires, puis chaque école où est-ce qu'on était, leur service était très aléatoire. OK. Dans le sens que oui, les heures ils ont été réduites. Ça, c'est depuis la pandémie. Avant, il y avait une école qui pouvait avoir l'infirmière là, 4 jours semaine, temps plein. Là, elle pouvait être là une journée semaine. Dans les grosses écoles, c'est super difficile de répondre à la demande, là. Exact. Donc, tu sais, il y a des infirmières dans les écoles. En tout cas, en finissant l'année scolaire, il y avait des infirmières dans la majorité des écoles, pas dans toutes les écoles. Nous, on couvre le centre du Québec aussi, donc il y a des réalités différentes selon les territoires. Donc, la majorité avait au moins une présence infirmière, mais je dirais réduite, puis pas assez pour répondre à la demande. C'était des journées très bookées, puis un rendez-vous par-dessus l'autre pour maximiser le temps qui était là pour pouvoir répondre aux jeunes. Donc, c'est là qui est comme vraiment... Mais tu sais, présentement, si tu es un jeune entre 15 et 24 ans, bonne réponse, tu vas avoir accès plus facilement. Mais si tu n'es pas dans ce groupe-là, c'est... 25 ans et au-dessus, si tu consommes pas, si tu n'es pas un ou une travailleuse du sexe, si tu n'es pas un homme ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, si si tu fais pas partie, c'est là que je disais les populations clés, en fait, là, dans notre jargon. Si tu fais pas partie de ces populations-là, puis que tu n'as pas entre 15 et 24 ans, puis que tu n'as pas de médecin de famille, bonne chance. Puis même ceux qui ont un médecin de famille, bonne chance aussi, parce que c'est pas tous les médecins de famille qui vont accepter de prendre rendez-vous pour le dépistage. Pour le dépistage, pas tous les médecins le font. Pas tous les gens qui n'ont pas de médecin de famille, eux, c'est juste... Ben là, c'est là que tout le monde se lance la balle. C'est incompréhensible parce qu'il y a un plan de lutte aux ITSS de fait, là. Il y a des mesures mises en place pour ça et là, ça va à l'encontre de tout ce plan de lutte-là. Et après, ben c'est quoi? Là, on agit... C'est comme si la prévention était plus priorisée, mais on sait très bien que la prévention puis le dépistage précoce, ça va être la clé pour prévenir les ITSS. Oui. Donc, sans ça, là, on va agir après. Là, nous, on va intervenir en amont, sensibiliser, permettre le dépistage informé. Mais si on peut pas le faire, puis on peut pas offrir les services, ben là, on va intervenir juste poste, mais il y a des conséquences non négligeables, là. On veut pas que les gens se rendent à avoir la conséquence d'une ITSS. Ben non. C'est la chose qu'on veut éviter, puis c'est là exactement... Nous, en tant que directrice intervenante au Blitz, je dis intervenante parce que présentement, ce n'est qu'une équipe de filles, mais on est super inquiète là, de voir ce constat-là. Au téléphone, le monde nous appelle puis ils sont découragés. Là. Ils savent, sincèrement, on a du monde qui reste poli, il y a du monde qui reste pas poli, il y a du monde qui sont découragés, il y en a qui pleurent. Ils sont comme, mais je fais quoi? Il y a quelqu'un, tu sais, la semaine passée, quelqu'un appelle et dit, ben oui, mais là, j'ai une relation sexuelle avec une personne, elle vient de m'appeler pour me dire qu'elle vient d'avoir un diagnostic chlamydia. Donc, les probabilités que cette personne-là l'ait est quand même assez forte. Oui, c'est élevé, là. Tu sais, c'est assez élevé. Donc, oui, il faut que cette personne-là ait accès à un dépistage rapidement. Mais elle ne réussit pas à avoir rendez-vous nulle part, mais elle sait qu'elle a possiblement. Parce que même les personnes qui ont eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui s'est fait, qui a eu un dépistage, et on lui annonce, mettons, tu as, mettons, la gonorrhée. Ouais. Quelqu'un qui a une relation sexuelle avec cette personne-là a quand même pas accès. Bien, tout dépendant, comme je dis, les critères. Hein? Mais si, mettons, c'est justement une femme de 40 ans hétérosexuelle qui ne se paie pas, elle n'a pas accès, même si elle dit cette information-là. C'est quand même ridicule. C'est ça. C'est un trou de service. Ouais. C'est une conséquence à la pénurie de main-d'œuvre. C'est une conséquence bureaucratique. On s'entend, là, c'est pas nécessairement l'objectif de tout dénoncer ça, mais le constat est là. Et le constat, c'est qu'on devrait avoir ces ressources-là. Nous, au Blitz, ce qu'on aimerait le plus, c'est d'avoir notre infirmière sur place. Oui. Mais ça prend de l'argent. Oui. Puis le ça prend une infirmière aussi. Ben, l'infirmière, je la trouverais. OK, parfait. Honnêtement, là, je vais juste parler de ces infirmières là, qui sont... ils viennent toutes travailler le matin au Blitz. Toutes, OK, j'exagère un peu, mais dans le sens que... Il y en a une qui serait là, Ah oui, j'aurais déjà des noms, là. J'ai déjà des noms de personnes qui seraient prêtes à venir travailler au Blitz en titre d'infirmière.
mais j'ai pas le budget pour payer cette infirmière-là. Tu sais, au Blitz, en organisme communautaire, j'ai de l'argent pour mes intervenantes, mais après, mon budget, il est écoulé. Tu sais, j'ai pas le volet infirmière, donc je peux pas le prendre dans mon budget. Donc, je peux pas offrir ce service-là. Mais, ben, financièrement, tu me donnes l'argent, on va le faire, tu sais. Mais, donc là, il y a cet enjeu-là que nous, communautaires, on voit les enjeux, mais après, on a des barrières financières qui viennent en ligne de compte. Parce que on n'offrirait pas les mêmes conditions. Tu sais, être infirmière au Blitz, c'est pas la même condition d'horaire de travail, de surcharge de travail aussi qu'il y aurait dans un autre réseau. D'où pourquoi je pense que oui, il y en a qui seraient intéressés à venir travailler avec nous, là. Quelqu'un qui a une DSS, pourquoi c'est important d'agir vite? Bien, vite, surtout, ça dépend lesquels. Il y a différentes raisons. À la base, une ITSS, c'est une infection. Donc, ton corps, il y a présentement une infection, il peut avoir des conséquences. Donc, ça, c'est logique. Donc, tout dépendant de l'ITSS, c'est là que c'est important d'agir vite. Bien, pour ta santé. Si on parle, entre autres, avec la média-gonorrhée, donc une ITSS qui est quand même des plus communes, là, je dirais, puis que le taux de transmission il est assez élevé. Ça, on parle de risque d'infertilité. D'une ITSS non traitée, entre autres. Donc, tu sais, c'est sûr que tu ne veux pas rester avec une chlamydia puis risquer. Tu sais, tu as 25 ans, tu sais que tu as une chlamydia, tu ne peux pas la traiter. C'est pas une bonne nouvelle, tu as peur de ça. Il peut y avoir des douleurs aussi physiques, douleurs chroniques en bas du ventre. Il peut y avoir des symptômes qui ne partent pas, tout dépendant si tu en as ou pas. Donc, il y a cette marge de conséquences-là. Mais sinon, on parle, entre autres, du VIH. Bien, le VIH, s'il n'est pas traité, le taux de transmission, c'est là que ça se fait aussi. Donc, un VIH traité va empêcher la transmission de l'infection. Donc, là aussi, d'agir vite, c'est s'assurer d'éviter la transmission à d'autres personnes. Puis ça, je dis VIH, mais en fait, toutes les ITSS non traitées vont être transmissibles. Donc, c'est vraiment dans le but de réduire le nombre de personnes atteintes, peu importe l'ITSS, puis que la personne soit confortable, puis qu'elle soit en santé. Tu sais, on parle de la santé sexuelle. Des fois, le monde oublie que ça fait partie de la santé, de notre propre santé. C'est aussi important que d'aller faire ton bilan chez le médecin, là, le niveau du dépistage ITSS. Là. Surtout, c'est des maladies qu'on ne voit pas nécessairement. Exact. Qu'on ne sait pas qu'on donne aux autres, qu'on ne sait pas qu'on a aussi. Tout à fait. On ne sait pas nécessairement les enjeux qui amènent plus tard si on n'est pas vite pris en charge par le système de santé. Je change un petit peu de sujet, mais à peine, là, on s'entend. Je te suis. Pourquoi c'est important de pas... On dit souvent le terme sida, mais pourquoi c'est pas toujours un terme qui est correct? Oui, c'est une bonne question. En fait, on va souvent dire VIH-Sida ou juste VIH ou juste Sida. L'important de comprendre, c'est que, en fait, le VIH, c'est l'infection, puis le sida, c'est la dernière phase de l'infection. Donc, une personne qui vit avec le VIH ne se rendra pas nécessairement à la phase sida. Si elle est médicamentée, si elle a accès aux soins, elle va rester en stade VIH. Au Québec, on parle de VIH à cause de ça. Les gens ont généralement, à moins qu'ils refusent, on s'entend que ce soit un libre choix, mais sinon, ils ont les ressources pour avoir accès à un infectiologue, avoir la médication qui fait que ça va contrôler, entre guillemets, la maladie. Par exemple, quand on va parler en Afrique, là, on va entendre plus sida. En Afrique, il y a le sida. T'sais. Donc, oui, plus ou moins, dans le sens que, malheureusement, en Afrique, l'accès aux soins est vraiment très différent d'ici. Donc, c'est sûr que les gens, souvent, une fois qu'ils apprennent qu'ils ont la maladie, l'infection, ils vont l'apprendre quand ils sont en phase sida. Donc, et là, est vraiment là la nuance entre le VIH et le sida. Tout dépendant, c'est quoi qu'on veut dire. C'est là que ça va être approprié de dire un ou l'autre des termes. Le sida, c'est quand même mal connu, je pense. Et il y a quand même encore des stigmas ou des rumeurs qui sont reliées à ça. C'est quoi la plus grande rumeur que tu connais là-dessus que tu aimerais démystifier? Une des bonnes rumeurs qu'on va entendre, c'est que c'est juste les gays qui ont le sida, à la base. Puis, je dirais un autre que ça va, que c'est dangereux, là, que ça peut nous sauter dessus, là. Qu'il faut faire attention parce que si faut pas les toucher, les gens. Faut pas les toucher, là. C'est pas nécessairement cette phrase-là qu'on va entendre, on s'entend, mais d'avoir la peur. T'sais, le gros stigma, c'est que ça soit juste une population qui les a. Puis l'autre stigma, c'est d'avoir peur de côtoyer une personne dans les activités quotidiennes qui vit avec le VIH. Je dirais que c'est les deux gros stigmas qu'on entend. C'est quand même long avant d'avoir des symptômes concrets du VIH, je me trompe pas, hein? Oui, ça, c'est sûr que ça va dépendre d'une personne à l'autre, là. Mais on peut parler là, de la phase asymptomatique, là, donc entre la phase de transmission et que la personne a des symptômes, elle va en avoir tout début, là, peut-être 2 semaines environ de symptômes. Après, ça va partir. Donc, la personne apprend juste qu'elle a été malade, qu'il y a eu un virus, là, comme n'importe qui qu'on en a aléatoirement. Et là, elle va rentrer dans la phase asymptomatique. Donc,
tout va bien, entre guillemets, en apparence, mais là, son système immunitaire diminue, se dégrade. Et cette phase-là peut durer plusieurs années, jusqu'à 10 ans. Là. Ils sont contagieux pendant ce 10 ans-là? Ils sont contagieux. Ouais. Et mon Dieu. Fait que 10 ans, quelqu'un de... Plus ou moins. Il y en a que ça va être plus rapide, on s'entend, mais on peut aller jusqu'à une dizaine d'années en phase asymptomatique que la personne ne le sait pas qu'elle a le VIH, puis qu'elle l'a, puis qu'elle peut le transmettre. OK. Puis c'est dangereux, surtout dans un monde où on peut pas les trouver vite, les gens qui ont le VIH. D'où l'importance d'avoir le dépistage précoce, le dépistage en prévention, parce que ça permet justement de rejoindre ces clientèles-là. Heureusement, dans cette situation-là, une des bonnes nouvelles qu'on peut avoir, une liberté d'action qu'on a au Blitz, c'est qu'on a les autotests VIH. OK. Donc, la personne qui ne réussit pas à avoir de prise de sang avec une infirmière pour tester le VIH, elle peut venir au Blitz, on peut faire un autotest dans le ici et maintenant. C'est style un peu test de grossesse, test COVID, là, dans le sens que tu le fais présentement, puis le test s'affiche. Donc, il va tester réactif ou non réactif. Donc, au moins, ça ne teste pas chlamydia, gonorrhée, syphilis, ça ne teste pas les autres, mais pour le VIH, le test rapide existe. On l'offre gratuitement au Blitz. Donc, ça, c'est une alternative au moins qui est intéressante pour ça. Mais sinon, oui, c'est pour ça qu'il faut que les personnes aient accès aux soins. Puis c'est un peu pour ça aussi que les populations clés qui sont priorisées dans les tests de dépistage présentement. Tu sais, je dénonçais tantôt que je trouvais ça triste que ça soit juste ces personnes-là, mais au moins, il faut que ces personnes-là aient accès rapidement. Tu sais, c'est un mal pour un bien, dans le sens que ça soit juste ces personnes-là qui soient vues. Non, parce que les ITSS touchent tout le monde. Il n'y a pas de discrimination au niveau de ton orientation et tout. Mais que ces populations-là clés, au moins, aient le service actuellement, bien là, une chance. C'est ça, parce que sinon, ils seraient plus à risque. Et s'il y a une longue liste d'attente... Bien, c'est ça. C'est des personnes qu'on veut vraiment s'assurer de voir. Puis on veut que s'ils prennent rendez-vous, on veut leur en donner un rendez-vous. Comment il fonctionne, le test? C'est super rapide. En fait, c'est super simple aussi. C'est une petite aiguille un peu style ceux qui ont du diabète puis qui doivent se piquer. Là. Avec une petite aiguille que tu vas venir piquer sur le bout de ton doigt. Tu vas faire sortir du sang. Tu vas le mettre dans le premier flacon que tu vas le brasser. Tu vas le déposer. Il y a un petit boîtier, là, si je pourrais dire, là, que c'est là que la réaction se fait. Donc, tu verses le premier liquide avec ton sang. Tu verses un deuxième liquide, un troisième liquide. Tu attends quelques secondes et là, il y a une indication là, selon le nombre de points réactifs ou non réactifs. Donc, c'est tout simplement à l'aide d'un petit piquement de doigt. Y a-t-il une grande marge d'erreur avec ce test-là? Ou... Non, il est très fiable. Il est fiable à 99%. En autant que le test a respecté les conditions d'être entreposé dans telle température, dans un endroit. Donc, c'est sûr que ça, c'est primordial, mais si le test a été bien conservé en suivant les indications, le test est fiable à 99%. Si quelqu'un teste positif, bien positif. Si quelqu'un teste positif à ce test-là, après, c'est quoi les recours qu'il y a? Bien, en fait, c'est là, on va orienter la personne vers un test de confirmation. OK. Parce que c'est là que je dis réactif et non réactif. Donc, le test, la personne va tester réactif, donc détecter le VIH dans son sang. Il est fiable à 99%, mais quand même, c'est pas le test de confirmation. Donc, nous, on a quand même là, une ligne de service, une trajectoire de service d'établi, qu'on a un contact avec une infirmière, que si ça arrive, je reste avec la personne. Je lui conseille fortement qu'on prenne rendez-vous ensemble dès maintenant avec une infirmière pour avoir la prise de sang officielle. Puis par la suite, pour que là, le protocole se mette en place. Si la personne ne veut pas, parce que elle peut ne pas vouloir, l'état de choc qui est là, présent, tout ça, bien là, c'est ce que nous, on va faire, c'est qu'on va essayer le plus possible de garder contact avec cette personne-là. Puis on va la sensibiliser aux moyens de protection, parce que là, fort possiblement, elle a le VIH, donc l'informer des pratiques sécuritaires à adopter, se protéger si elle a des relations sexuelles, tout ça pour vraiment la sensibiliser. Mais c'est un choix personnel que la personne a là après, qu'est-ce qu'elle fait avec ce résultat réactif-là. C'est un autotest. Donc, moi, je suis là pour l'accompagner, mais en aucun cas, je vais manipuler les objets. C'est pas moi qui va piquer la personne, c'est pas moi qui va verser. La personne est autonome, moi, je l'accompagne, je t'en soutiens. Puis après, ben là, c'est ça. Idéalement, ce qu'on veut, c'est que là, la mettre en contact pour le test de confirmation. Dans les années 80, on avait extrêmement peur du sida. On en avait tellement peur. Ça faisait les pages de journaux. Mais aujourd'hui, on en parle beaucoup moins. Est-ce que tu penses qu'on a moins peur du sida? Et est-ce que tu penses que ça a des conséquences qu'on ait moins peur du sida? Écoute,
c'est un peu dur à dire dans le sens que j'ai pas une réponse là, 100%. C'est une opinion personnelle puis un peu de ce qu'on voit sur le terrain. Je dirais que ça dépend du monde. Il y en a qui ont encore extrêmement peur du sida. Ceux qui ont peur de côtoyer une personne, ça va être souvent des personnes qui ont eu l'éducation dans les années 80. Puis que ça a été une éducation de peur, puis où est-ce qu'on connaissait pas vraiment encore la maladie. Donc, c'était très tabou, on n'en parlait pas. Ou ce qu'on parlait, c'était comme fais attention, fais attention, fais attention. Donc, les personnes qui n'ont pas eu l'éducation à jour, qui n'ont pas les nouvelles avancées scientifiques qui permettent de bien comprendre le VIH aujourd'hui, je dirais qu'ils ont encore peur. Quand les personnes sont informées, qu'on leur a parlé, je pourrais t'en parler en détail, mais par exemple, I égale I, tout ça, ben là, on voit que les personnes ont moins peur, puis tant mieux. Mais c'est ça. Donc, les gens, ils ont-tu moins peur, ils ont pas moins peur? Le but, c'est pas, nous, ce qu'on veut, c'est pas qu'ils aient peur ou pas peur. C'est juste qu'ils soient informés puis qu'ils puissent se faire leur propre tête à ce niveau-là, tu sais, qu'ils puissent avoir conscience de ce que c'est. Donc, c'est un peu ça qu'on vit présentement. Donc, très, très aléatoire. Là, ça dépend des gens. Oui, ça dépend vraiment beaucoup des gens. Je crois que le monde a quand même généralement moins peur. Oui. Je crois. Mais je dirais que ça dépend aussi beaucoup où qu'on va. Tu sais, tantôt, je disais un des stigmas, c'était que c'est juste les gays qui avaient le VIH. Ça, je pourrais expliquer pourquoi ce n'est pas le cas, mais ça vient d'où, ce stigma-là? Mais c'est vrai que dans la communauté ARSA, nous qu'on dit, là, hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, dans la communauté ARSA, c'est vrai que la peur est beaucoup moins là. Puis c'est bien parce qu'ils sont simplement très éduqués. Ils comprennent très bien les risques. Ils savent quand ils se mettent à risque, ils savent quand ils se mettent pas à risque, puis c'est conscient. Donc ça, c'est super. Mais on veut pas quand même enlever toute l'éducation. On veut pas faire en sorte que ça vienne non plus banal, parce que c'est une infection qu'on doit pas banaliser non plus, mais on veut pas la démoniser non plus. C'est juste d'en être conscient puis d'avoir conscience que c'est un virus, puis que c'est important. Puis qu'il y a des risques de transmission. Puis quand tu l'as, voici qu'est-ce qui doit être mis en place, mais c'est vrai que l'évolution, tu sais, maintenant, une personne qui a le VIH, là, on va parler d'une espérance de vie de monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, c'est plus condamné à mort du tout. C'est à suivre ses traitements. C'est vraiment la cause des traitements. C'est les traitements qui ont tout changé, parce qu'une personne avec le VIH qui refuse les traitements, bien là, elle va tomber en phase sida, puis là, elle n'aura plus de système immunitaire qui fait en sorte qu'elle va mourir d'une autre infection, pneumonie, peu importe, là, tu sais, d'un cancer, tout ça, parce qu'elle n'aura plus aucun cheval de combat à l'intérieur, tu sais. Dans elle. Dans elle. Donc, mais une personne qui a le VIH maintenant, qui suit sa médication, tantôt je disais le I égale I, ça veut dire indétectable égale intransmissible. Ça veut dire qu'une personne qui prend sa médication, c'est sa charge virale, qu'on dit, elle va être tellement basse qu'elle ne pourra plus le transmettre. Donc, une personne qui a une relation sexuelle, moi je vis avec le VIH par exemple, j'ai une relation sexuelle non protégée, mais je prends ma médication, donc je suis intransmissible, mon partenaire ne l'aura pas. Je ne pourrai pas transmettre le VIH à mon partenaire, même si on ne se protège pas. Ça change tout. Ça change que les personnes peuvent avoir une vie sexuelle active sans avoir peur. Puis ça, malgré ça, je dis ça, mais les personnes avec le VIH, c'est quand même la peur de le transmettre à quelqu'un reste en permanence. Oui, puis c'est normal, mais une bonne façon de rendre les gens alertes aux ITSS, c'est de faire de la prévention. Vous en faites beaucoup dans les écoles secondaires. Oui. Quelle approche vous essayez d'amener lorsque vous en faites? En fait, nous, on en fait au secondaire, mais on fait dans les organismes communautaires, dans les maisons de thérapie, dans les centres de femmes. Honnêtement, là, on en fait vraiment un peu partout, là, tant communautaire que scolaire. Et notre approche, ça va être la même partout. Une approche bienveillante, dans le sens qu'on est vraiment là pour la personne. On va mettre l'individu au cœur de nos actions, donc on va prendre la personne où est-ce qu'elle est. On va surtout avoir une approche positive et globale. Positive dans le sens qu'on n'ira pas avec la peur, on n'ira pas avec des techniques d'impact qui fait qu'on veut traumatiser les gens, vraiment pas. C'est pas efficace, de toute manière. Donc, une approche positive et globale en parlant de la santé sexuelle dans sa globalité. Donc oui, on va aller faire de la prévention au niveau des ITSS, mais on va aller faire de la prévention au niveau des moyens de communication. Comment tu communiques, toi, avec ton partenaire, ta partenaire? T'arrives-tu à nommer tes besoins, tout ça? Parce qu'on s'entend que j'ai bien beau transmettre toute l'information nécessaire sur les ITSS, les modes de transmission et tout. Si la personne n'a pas d'estime de soi, n'a pas la capacité de participation, n'a pas la conscience critique pour évaluer toute la situation, on n'arrivera pas à une réduction des ITSS. Donc, on outille la personne dans sa globalité en parlant, autant qu'on va parler de masturbation, de pornographie, du consentement, évidemment, tout ça, qu'on va parler des ITSS. Puis,
c'est là qu'on a l'approche du pouvoir d'agir qui met vraiment là, les composantes de l'individu de l'avant pour notre objectif ultime, c'est de réduire les ITSS, mais pour arriver, il faut travailler une multitude de choses avec la personne qui est devant nous. Là. Au niveau de la prévention, quelle est la plus grosse difficulté de tes intervenants? Bonne question. Je dirais que ça dépend du contexte, du milieu. En milieu scolaire, je dirais le plus gros enjeu en soi, souvent, c'est le nombre de grands groupes. OK. Dans le sens que, tu sais, faire une intervention à 10-12 personnes où est-ce que le climat de confiance s'installe beaucoup plus rapidement, que les gens sont à l'aise de poser leurs questions, on va aller à un niveau d'intervention différent que versus on est dans une classe de 30 personnes, ils sont dans leur cours normalement de mathématiques, puis là, nous, on arrive. Ils sont pas tous prêts à nous entendre. Ils sont pas tous motivés à nous entendre. Je dirais que la majorité du temps, pour elles, nos animations sont tellement interactives, ludiques, que ça passe super bien. C'est souvent plus intéressant qu'un cours de maths. Totalement. Moi, je dis toujours que c'est la bonne nouvelle qu'on soit là. Mais au début, ils sont craintifs, honnêtement. Ils sont comme, ah non, pas un autre. Pas une autre personne qui va nous parler encore des affaires de pas faire. Non. Quand ils voient notre approche, qu'on est humoristique, qu'on est vraiment, on se prend pas au sérieux, que distribuer des petits cadeaux, des choses comme ça, qu'il y a des vidéos, ben là, on voit que l'attention est différente, mais reste quand même que, de rejoindre 30 personnes en les connaissant pas. Nous, on les connaît pas avant d'arriver dans la classe. Donc, c'est là que c'est sûr que ça apporte un enjeu versus si on va dans un carrefour jeunesse-emploi, qui sont 8 jeunes, qui ont pu poser leurs questions avant qu'on arrive, ben la prévention est différente. Mais c'est pas un qui est meilleur que l'autre, bien comprendre, c'est juste que ça crée des interactions différentes. Puis la base, c'est le lien de confiance. Nous, je dirais qu'au Blitz, nos intervenantes qui ont cette facilité-là à créer le lien de confiance avec les gens, mais il reste quand même bien qu'il faut un certain contexte pour que le lien de confiance puisse s'établir. Donc, l'idéal, c'est quand l'intervenante est déjà dans l'école. Ça, c'est nouveau de cette année, donc on voit vraiment une belle amélioration. Quand l'intervenante est dans l'école puis que les jeunes l'ont déjà vu quelques fois et là, elle va faire l'animation, ils sont comme « Ah oui, c'est toi qui as fait tel kiosque l'autre midi, c'est toi qui as passé d'un casier en parlant de condom. » Donc là, ils sont comme « Ah cool, ils sont contents de l'avoir. » Donc ça, c'est vraiment, c'est un de nos enjeux, mais qu'en ayant la présence dans l'école, ça fait une super belle différence. Bien, merci beaucoup, Mylène. Bien, ça me fait plaisir. Puis, on se revoit au Blitz si j'ai besoin. Service gratuit. On est là pour ça. Merci. Merci.